Bonjour à tous, merci d'être là aujourd'hui donc pour ce deuxième webinaire sur quelle réalité derrière le métier de Digital Learning Manager. Pour ceux qui ont participé au précédent, nous avions eu le témoignage d'une personne qui travaillait dans un grand groupe, qui était Digital Learning Manager dans un grand groupe. Et aujourd'hui, on souhaitait vous partager un autre retour d'expérience, celui d'Aurélie Sagnier, qui est Digital Learning Manager, cette fois-ci dans un CFA, donc une plus petite structure. Et donc, l'objet aujourd'hui, comme elle nous fait l'honneur d'être là en direct, c'est qu'on va lui poser quelques questions. Donc, cela pendant 30 minutes. Nous avons prévu un certain nombre de questions pour nourrir vos réflexions autour de ce métier. Et on prendra un temps, donc 15 minutes, ensuite pour répondre à toutes vos questions. Dans tous les cas, donc, vous n'avez pas la possibilité à l'heure actuelle de prendre la parole. Si besoin, n'hésitez pas à faire signe, vous pouvez lever la main. Dans tous les cas, il y a l'espace donc converser. Questions-réponses, voilà. Ou donc Sylvain. Je suis community manager, donc Rachel et Aurélie vont parler. Moi, je suis là pour voir vos questions, vos commentaires et pour interagir si besoin. C'est pour ça que j'ai les yeux vers le bas, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Voilà. Et donc l'idée, c'est que vous n'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau. On les posera, on les sélectionnera, on les posera à Aurélie pour qu'elle puisse vous dire en direct ses réponses à vos questions. C'est le premier d'une série où on invite quelqu'un d'extérieur. On va faire ça toutes les 2 semaines, le jeudi entre 13h et 13h45 pour que vous puissiez reprendre le boulot normalement à 14h. Du coup, vous pouvez déjà noter la prochaine date, c'est jeudi dans 2 semaines. Alors, si je ne dis pas de bêtises, c'est le 8 juillet, je crois. Non, 9 juillet. Puis le 23 juillet, les 2 prochains. Et on vous indiquera les invités qui sont souvent des partenaires de l'école Le Bahut, qui est donc une école qui démarre le 14 septembre et qui forme des Digital Learning Managers. À toi, Aurélie, peux-tu te présenter en quelques mots ? Déjà, bonjour à tous et merci d'être venu aujourd'hui. Je m'appelle Aurélie, j'ai 30 ans et je suis Digital Learning Manager au CFA Stephenson. Alors, le CFA Stephenson, c'est un centre de formation en alternance qui, dans les secteurs du tourisme, hôtellerie, accueil, vente, banque, négociation, commerce, management, enfin bref, on couvre pas mal de secteurs. Et on a aussi un organisme de formation professionnelle et continue qui s'appelle le CPRO Stephenson. Donc, en clair, ça fait le Stephenson Formation. Et donc, moi, je dirige en fait le service qui s'appelle le service numérique d'accompagnement pédagogique. Donc, en fait, c'est un peu fait exprès, c'est pour que ça fasse snap. Ça fait plus marketing, c'est sympa. Ça parle aux jeunes, en fait. Donc, oui, parce qu'en fait, nos apprenants, c'est plutôt des jeunes qui ont, donc ça va du pré-apprentissage, donc c'est à peu près 16 ans, jusqu'au master. Donc, ça peut aller pour certains même, voire jusqu'à 28 ans. Voilà, et donc le service numérique d'accompagnement pédagogique est composé de 3 personnes, dont moi qui suis Digital Learning Manager et qui gère tout ce qui va être budget, la stratégie, tout ça. Et ça, je vous en parlerai plus tard dans une deuxième partie, il me semble. Et donc, voilà, après, si tu voulais que j'explique un peu mon parcours, plutôt, c'est ça, non ? Voilà un petit peu ce qui t'a amené à faire ce métier de Digital Learning Manager. Voilà, alors, comme beaucoup de Digital Learning Managers, c'est un parcours un peu folklorique parce qu'il n'y a pas beaucoup de formation. Donc, du coup, aujourd'hui, on se forme, la plupart des Digital Learning Managers en poste, ils sont formés sur le tas. C'est mon cas. Moi, à la base, j'étais plutôt partie pour être intégratrice multimédia, donc en clair, créer des sites web ou web designer, parce que j'avais aussi la compétence graphique. Et en fait, j'étais passionnée de pédagogie et je suis rentrée au CFA en tant que graphiste d'ailleurs. Et en fait, par la force des choses et parce qu'il y a eu des projets, qu'on y a répondu,
que j'ai su être force de proposition à certains moments. Alors du coup, en fait, j'ai évolué vers le poste de développeuse de contenu numérique et pédagogique, alors qui n'existe pas du tout ce terme. En fait, en vrai, aujourd'hui, ce serait intégrateur multimédia, comment dire, intégrateur digital learning. Et j'ai fait 2 ans comme ça là-bas. Et après, j'ai quitté la structure pour devenir consultante en digital learning dans une SS2I. J'étais en régie dans un grand groupe de travaux publics. Et donc voilà, je faisais du conseil auprès de la direction de la formation. J'étais chef de projet, en fait, en clair, j'étais surtout chef de projet digital learning. Et donc, c'était un peu vaste hein, parce que c'était une boîte avec des ambitions quand même qui est mondiale, mais j'étais toute seule. Donc, du coup, j'avais pas d'équipe. Et après, du coup, en fait, le problème, c'est que mes apprenants me manquaient. En fait, le contact avec les jeunes, faut savoir que quand on travaille dans un gros groupe, on est au siège et on n'est pas souvent en contact en fait avec les apprenants, ce qui peut être frustrant parfois parce que si on ne cible pas bien sa formation, bah, du coup, on peut vite être à côté de la plaque. Alors que là, être au CFA, ce que j'aime beaucoup, c'est que du coup, bah, je les vois tous les jours, donc j'apprends à les connaître et du coup, bah, je suis plus pertinente quand je vais créer des formations parce que je saurai comment les toucher. Et du coup, voilà, je suis ce qu'on appelle un salarié boomerang. J'ai repostulé au CFA Stephenson et je les ai convaincus du coup de me reprendre et cette fois-ci en tant que Digital Learning Manager. Et voilà, maintenant je suis à la tête du service. D'accord. Et du coup, concrètement, au quotidien, comment s'organisent un petit peu tes journées? Alors, il n'y a pas de, il y a pas de journée type en fait parce que ça dépend vraiment des projets. Il y a des journées où je vais faire que de la stratégie, d'autres je vais faire stratégie, chef de projet. Il y en a d'autres, je vais être carrément dans l'opérationnel et du coup, je vais être les mains dans le cambouis et du coup, je vais être sur Storyline ou alors je vais être en train d'administrer la plateforme. Il y en a d'autres, bah, comme là, par exemple, avec le contexte récent du Covid-19, bah, je vais être obligée de trouver une solution pour mettre en place en fait, un dispositif de continuité pédagogique qui soit à la fois cohérent pour mes apprenants et pour mes formateurs et que ce soit et en même temps imaginer comment je vais les accompagner. Parfois, je vais organiser, par exemple, des espèces nous, on appelle ça des snap lunch. En fait, en clair, c'est sur l'heure du midi. La dernière fois, on avait invité WooClap, par exemple, à venir nous présenter leur outil et former en même temps nos formateurs à l'outil parce que en fait ça fait partie en fait du rôle du digital learning manager, c'est à la fois de sélectionner les outils comment dire qui lui semblent pertinents et en même temps les faire adopter. Donc du coup pour les faire adopter il va falloir mettre en place des événements, ce genre de choses, faire des campagnes d'affichage, faire de l'accompagnement individualisé. Il y a plein de façons en fait de faire. Et du coup, en fait, finalement, on va former à former, quoi. J'ai entendu 2 mots, moi. Et du coup, pour être digital learning manager, il faut être graphiste et geek. Alors non, c'est pas obligatoire, mais c'est un plus. Genre, parce que moi, je sais que par exemple, ce qui est presque ce que j'apprécie, c'est que comme je suis touche à tout, je suis super indépendante et donc je peux tout faire moi-même. C'est pas obligatoire, mais par exemple, si vous êtes Digital Learning Manager, voilà, vous serez peut-être amené à faire, je sais pas moi, de la promotion de la formation. Donc, du coup, bah, ça peut être un peu le rôle de Community Manager, mais on appelle ça un Learning Community Manager. Et donc, du coup, c'est bien, par exemple, si vous êtes capable de créer des visuels attractifs pour promouvoir en fait vos actions de formation. Vous allez être euh, si vous voulez construire des modules learning, c'est quand même plus intéressant si vous êtes graphiste parce que quand même la mise en page, ça compte énormément en fait dans par exemple la rétention des informations, la mémorisation, tout ça. Si les informations elles sont bien présentées, c'est important. C'est qu'il n'y a pas que le fond, il y a aussi la forme qui joue en fait dans la rétention des informations. Donc, et puis en plus, ça va permettre de créer des formations qui sont plus engageantes et qui vont plus captivantes aussi du coup.
Et pour le côté geek que tu disais, quand vous administrez des plateformes de formation, parfois il y en a certaines qui sont un petit peu compliquées. C'est un peu des gros bateaux, quoi, on va dire. Et du coup, faut savoir, faut être à l'aise en fait un peu avec la technologie. Alors ça s'apprend, hein, je dis pas que, je veux dire que c'est pas. Il ne faut pas être technophobe, en tout cas, c'est clair. Il faut avoir envie d'apprendre. Et, euh, et puis, il faut être curieux, faut pas avoir peur, en fait, d'aller chercher, de faire de la veille, de chercher des nouvelles technologies, des nouveaux outils. Donc, oui, un petit peu geek, un petit peu graphiste, c'est mieux. Après, voilà, il y a certaines tâches que vous pourrez quand même déléguer si jamais vous avez une équipe. Parce que en tant que Digital Learning Manager, normalement, vous êtes censé manager une équipe qui pourrait être composée de concepteurs, d'intégrateurs, tout ça. Et donc, certaines tâches, si vous n'êtes pas à l'aise avec elles, vous pourrez les déléguer en fait aux personnes, à votre équipe. On a une question de Catherine dans ce sens, de savoir, est-ce que vous, dans le cadre du CFA, vous faites appel à des prestataires externes pour la création de contenu Alors, non, parce qu'au CFA, en fait, on a un très petit budget. Par exemple, si vous allez dans une grande boîte, un grand groupe, j'avoue que les chèques se signent assez facilement. Mais dans un CFA, par exemple, moi, mon budget annuel, il est de 30 000 euros. Et alors, heureusement, j'ai le droit au tarif dû. Donc, du coup, je peux me payer quand même pas mal d'outils si je veux. Mais comme dire, j'ai pas du tout les moyens de faire appel à des agences de e-learning ou même d'acheter des modules e-learning sur étagère parce que en fait, ça coûte très cher. Par exemple, le plus petit prix que je connais pour créer un module e-learning, c'est genre 9 000 euros. D'ailleurs, par une société lyonnaise, je tiens à faire un petit clin d'œil, peut-être que vous les connaissez. Et comment dire qui font d'ailleurs des modules de très bonne qualité, mais ça peut même monter jusqu'à 20 000 euros un module e-learning aujourd'hui. Donc non, en fait, on a fait le choix d'internaliser notre production, et du coup, c'est pour ça que c'est un choix du CFA d'investir dans cette équipe, et plutôt que de prendre des prestataires externes. D'accord. Et du coup, quel type de contenu, est-ce que tu aurais des exemples de types de contenu que vous créez pour vos apprenants? Est-ce que voilà, ça concerne toutes les matières qui sont enseignées au sein du CFA? Est-ce qu'il y en a certaines où il y a une plus grosse partie de contenus qui sont créés? Là, moi, en fait, je suis revenue au mois de décembre. Donc, il y a eu un espèce de creux de 2 ans, en fait, depuis que je suis revenue. Puis après, il y a eu le confinement. Donc, on n'a pas trop créé de contenu. La plupart de nos modules e-learning ont été créés il y a 2 ans, et c'était plutôt sur la relation client. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'était plutôt le CPRO Stephenson qui avait, donc, notre organisme de formation continue, qui avait un contrat avec Bouygues Télécom. Bouygues Télécom leur a commandé des modules learning qui nous appartiennent, et qu'en fait, on a décidé de diffuser au CFA pour, par exemple, nos BTS NRC ou BTS MUC, maintenant c'est MCO, et comment dire... et en fait, on a surtout ça, mais ils commencent à un peu vieillir, et du coup, il va falloir sûrement les réactualiser. Après, sinon, moi, en ce moment, j'utilise plutôt des outils dits de rapid learning. Donc, je vais par exemple utiliser des outils comme Genially, qui permet, en fait, c'est un peu comme un PowerPoint survitaminé, où vous allez pouvoir en fait créer des PowerPoint, mais un peu en mode mini-site, donc super interactif. Vous pouvez faire des escape games, tout ça, des quiz, mais sans tracking par contre. Enfin, tracking, ça veut dire qu'il y a un suivi de l'apprenant et que donc du coup vous récupérez les informations. Donc là, c'est plutôt voilà, à but formatif. Sinon, je vais utiliser des outils comme Padlet, qui sont des tableaux collaboratifs, on va dire. J'utilise par exemple des outils comme PeerGrade, qui est un outil en fait qui permet de faire de l'évaluation par les pairs. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai Quizzes, j'aiEkahoot et Wooklab, qui sont des outils qui vont permettre en fait de créer des quiz et de créer de l'interaction avec mes apprenants. Wooklab, par exemple, c'est utilisé en cours. C'est un outil... Oh, j'étais trop loin là dans les outils. Mais WooClap, c'est le présentiel et distanciel, c'est pour sonder la... Oui, voilà, c'est ça, exactement. Ou derrière un Zoom.
C'est ça, en fait, WooClap, ça peut être utilisé aussi en présentiel. C'est pour ça que, par exemple, pour moi, c'est un outil dans lequel j'ai un intérêt à investir parce que, du coup, il ne va pas me servir qu'en distanciel. Je vais aussi pouvoir le déployer en présentiel pour augmenter les séances de formation de mes formateurs. Et en fait, en clair, vous allez insérer des questions au milieu de vos slides de PowerPoint qui vont permettre d'aller sonder vos apprenants, leur poser des questions, vérifier que les connaissances sont bien acquises. Et vous allez pouvoir, vous avez même une option qui leur permet en fait de dire s'ils sont perdus ou pas. Ça peut être très utile, par exemple, dans un amphithéâtre où vous avez 200 personnes. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à la fac, mais c'est très compliqué. En fait, généralement, vous levez la main une fois dans l'année et puis après, vous oubliez, quoi. Mais je veux dire, là, au moins, du coup, le formateur, il va pouvoir avoir une indication du nombre de personnes qui sont perdues dans la salle. S'il voit qu'il y en a 30 qui sont perdues, bon, il a tout intérêt à reformuler, quoi. Y a ça, et puis après, derrière, vous allez pouvoir récupérer des statistiques. Donc, vous créez de l'interaction, vous captivez vos apprenants qui vont pouvoir utiliser leur mobile, pas pour aller sur Facebook cette fois-ci, mais pour du coup interagir. Et donc, en fait, on va retirer en fait, le côté distraction du portable pour l'utiliser de façon intelligente en classe. Et du coup, je vous ai envoyé 2 trucs dans la conversation. Je vous ai envoyé un super escape game virtuel qui a été fait avec Geniali. C'est un escape game autour de Harry Potter qui est complètement dingue, qui dure 2 heures, qui est vraiment assez complexe, qui est très très beau. Enfin, vous verrez tout ce qu'on peut faire avec Geniali. Donc, il y a 2-3 micro-bugs liés à l'outil Geniali, enfin, micro-bugs de choses où on voit que c'est pas fait pour. Mais franchement, ce qu'ils ont fait avec, c'est ouf. Et une chose, du coup, tu as déjà testé Plickr, toi, en présentiel? Alors, Plickr, je ne l'ai jamais testé, mais c'est un outil, par exemple, là, en ce moment, où on a mis en place un parcours de formation à destination d'enseignants. Et en fait, on leur a recommandé Plickr parce que, par exemple, pour ceux qui ont vraiment pas envie d'utiliser le portable, enfin de recommander aux jeunes d'utiliser le portable, bah, du coup, en fait, Plickr, ça permet de mettre des espèces de QR codes à tourner et que les gens, en fait, ils vont pouvoir scanner. Le formateur fait un sondage. L'élève, il a une carte qui peut tourner dans le sens qu'il veut. Et en fait, le formateur, il va scanner la salle et du coup, en fait, ça va pouvoir lui faire un sondage en temps réel. C'est ça. En fait, L'autre avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de réseau. Parce qu'en fait, moi, j'ai plutôt utilisé dans des salles où il y a un Wi-Fi qui n'était pas très bon ou pas de 3G pour tout le monde parce que ça ne passait pas chez SFR ou autre. Du coup, si moi j'avais le bon réseau, j'imprimais des Plickr et j'étais sûr de pouvoir sonder les gens sans technologie, quoi. Ou avec très très peu de technologie. c'est toujours bien d'avoir un système D, une solution de rechange au cas où ça bug. Mais comment concrètement ça s'organise avec les formateurs? Est-ce que du coup c'est eux qui viennent vers toi avec un besoin de j'aimerais adapter tel support de formation que j'avais, ou est-ce que c'est toi qui vas vers ces personnes-là pour essayer petit à petit de convertir leur support? Comment ça fonctionne cette interaction avec les formateurs, vu que c'est Alors, eux qui vont être après devant l'assemblée? il y a plusieurs façons de faire. Ça peut être en effet comme ça, c'est-à-dire le formateur, il a un besoin, il dit voilà Aurélie, moi j'ai envie par exemple de créer une vidéo, je dis par exemple le tourisme, parce que c'est le cas, j'ai un formateur par exemple qui va venir me voir et me dit voilà moi j'ai envie de tourner des vidéos, est-ce que tu peux venir me filmer, est-ce que tu peux me coacher, est-ce que tu peux m'aider à trouver la meilleure forme idéale en fait pour ma vidéo. Déjà je vais déjà vérifier en fait que c'est bien une vidéo dont il a besoin, parce que parfois en fait on vient vous voir et on vous demande un module e-learning alors qu'en fait il faut juste un PDF en fait. Donc j'ai déjà vérifié que en effet sa demande correspond au support qu'il me demande. Après je vais l'accompagner, je vais l'aider, étant donné que je sais le faire, je vais installer Studio, je vais tourner, réaliser, coacher, monter, et après m'occuper aussi de la diffusion, que ce soit sur une plateforme ou via YouTube, enfin n'importe quoi. Donc ça peut être une première solution, et je dis jamais non. Enfin, je veux dire, ça ne m'arrive pas. Parce que je vais pas. Le but et tout, c'est surtout pas freiner mes formateurs en fait
dans leur envie en fait de digitaliser leur formation. Au contraire, je dois les encourager. Et c'est très bien d'entreprendre. Comment dire, sinon, ça peut venir aussi de la direction qui va me dire, oh, voilà, Aurélie, j'ai une stratégie à mettre en place. Moi, j'aimerais bien que vous étudiez en fait, comment dire, la création, par exemple, d'un parcours de formation à destination de telle cible et comment dire, comment on pourrait le faire, comment on pourrait le mettre en place et est-ce qu'on a besoin d'experts, tout ça. Donc, je vais étudier le besoin aussi et je vais du coup après faire une remontée à la direction et en effet, après derrière, ça va être aussi à moi de produire. Et après, ça peut aussi venir de moi. Par exemple, si je juge que c'est peut être utile pour le CFA, par exemple, je me dis, voilà, on a un centre de formation en alternance. Le plus intelligent, ce serait de produire des modules e-learning qui ne sont pas sur des compétences transversales, mais plutôt sur des compétences de style, comment dire, sur le comment vendre le son casse, par exemple, l'argumentaire de vente, ce genre de choses, des choses qui sont vraiment liées au métier en fait, de nos apprentis. Et du coup, je vais me dire, bon, bah, voilà, je vais présenter ça aussi à la direction et je vais dire, voilà, moi j'envisage en fait la création d'un catalogue relation client, un client vente ou commerce. Et donc, du coup, c'est eux après qui vont valider ou non si je suis pertinente et je vais me lancer dans la production. D'accord. Et sur la partie rédactionnelle des contenus, est-ce que ça t'arrive aussi à avoir ce travail-là de rédiger, enfin peut-être d'interviewer d'abord les opérationnels et ensuite de rédiger pour eux? Ou est-ce que c'est vraiment, tu es plus dans ce côté regard critique sur leur production qu'ils font eux? Alors, eux, ils sont là, mes formateurs, ils sont là en tant qu'experts. Ils ne sont pas concepteurs, ils ne sont pas formés à la conception pédagogique digitale, c'est-à-dire que c'est pas le même métier. Pour moi, c'est pas le même métier en fait. Concevoir un support de formation présentiel et concevoir un support de formation en ligne, c'est pas du tout la même chose parce qu'en fait, vous allez avoir une façon de. Par exemple, il va falloir mettre beaucoup plus d'informations, il va falloir opter pour une forme qui est engageante, donc qui a des spécificités sur, par exemple, la façon de rédiger, ce genre de choses. Et puis en plus, c'est mieux de passer par un concepteur parce que du coup, lui, il a du recul en fait sur le contenu et il va pouvoir alerter en fait l'expert si il est trop, par exemple, il utilise trop de mots, il vulgarise pas assez ou par exemple, parfois, il y a le problème de l'expert, c'est qu'il croit que les apprenants en savent et en fait non, donc du coup non, ça va m'aider en fait du coup je vais lui dire bah là ce serait peut-être bien que tu rajoutes un peu de contenu, ce genre de choses et du coup c'est plutôt moi en fait qui vont me donner un contenu brut que je vais retravailler derrière et que je vais adapter en fait à la formation en ligne. Donc en fait, il faut savoir comprendre des sujets complexes, il faut savoir rédiger, il faut savoir dessiner et en plus être un peu geek. Alors, je vais pas. En fait, le Digital Learning Manager, c'est un peu le mouton à 5 pattes. Moi, mon patron, il m'appelle, le directeur de l'établissement, il m'appelle la licorne à 5 pattes. Alors, je sais pas si, comment dire, je sais pas si tu dois être contente, mais comment dire, en fait, c'est un peu ça. Il faut être. C'est mieux d'être polyvalent, en fait, de cultiver votre polyvalence. Après, pas forcément partout. Moi, par exemple, je parle dans mon cas au CFA, mais après, j'ai travaillé aussi dans un grand groupe. Et c'était encore pire, j'étais vraiment toute seule. Et après, bon, vous pouvez faire appel à des prestataires pour faire le travail à votre place. Mais en fait, ce qui est bien, c'est de vous intéresser un peu à tout parce que du coup, vous développez votre esprit critique. Et donc, vous êtes capable en fait de juger la qualité off-site du prestataire et pouvoir, par exemple, lui dire bah non, bah là, ça va pas, j'aimerais bien que tu retravailles ci ou ça, genre le fond, la forme. Donc, c'est quand même bien en fait au moins explorer chacun des champs pour aussi pouvoir communiquer plus facilement avec, par exemple, tous les différents intervenants qui peuvent intervenir dans un projet digital learning. J'ai encore une question pour toi. Du coup, on a parlé de savoir comprendre un truc compliqué, savoir écrire, savoir dessiner et savoir être un peu geek. Est-ce qu'il faut aussi avoir un peu de notion du X en tant que digital learning manager?
Alors, oui, alors vous n'êtes pas obligé d'être UX designer, mais comment dire, vous devez être capable en fait de savoir identifier quelles sont les choses sur lesquelles en fait vous allez devoir vous concentrer. Enfin, comment dire, je sais pas comment expliquer. Moi, j'avoue que comme c'est naturel chez moi, je le fais moi-même, mais en fait, avant j'étais web designer, donc du coup c'est un réflexe, mais c'est vrai que c'est très utile parce que en fait votre apprenant, il faut qu'il ait une expérience d'apprentissage qui soit fluide et qu'il n'y ait pas de point de frottement comme on dit. Et parce que sinon, mettez-vous par exemple vous en tant qu'internaute, vous allez sur un site web, ça bug, mais en fait vous fermez tout de suite, vous passez à autre chose, c'est bisous, au revoir. Il y a sûrement un deuxième lien sur Google qui vous intéresse. Et ben en fait l'apprenant il est un peu comme ça aussi. Si comment dire, si ça frotte, si comment dire, si ça matche pas, il fait bah c'est bon, je vais retourner sur Norman fait des vidéos et puis voilà. Hein, je veux dire, et je vais pas parce que c'est aussi un effort en fait qu'il fait. De venir comment dire s'intéresser à votre contenu et même si ça lui apporte quelque chose, mais du coup c'est quand même un effort qu'il fait. Donc si en plus de son effort de mémorisation il doit essayer de comprendre l'interface, comprendre où c'est que c'est le bouton aller suivant, tout ça machin, non, ça va lui bouffer en fait de son cerveau. Et du coup, tu as répondu tout à l'heure, hein, parce que c'est dans les questions qui arrivent. Tu n'utilises pas un seul outil pour tout faire. Il y a plein d'outils en fonction des usages, en fonction des formateurs, en fonction des apprenants. Et comment tu les trouves et comment tu les sélectionnes? Alors ouais, il y a il y a plusieurs visions. Hein. On peut faire ce qu'on appelle du seamless learning, donc sans couture, avec l'outil qui fait tout, mais en vrai, c'est rare. Hein. Moi, j'utilise plutôt plusieurs petits outils, comme ceux que j'ai cités tout à l'heure, et je pense qu'on pourra vous redonner la liste plus tard. Et de toute façon, vous les verrez lors de votre formation. Mais comment dire comment je les sélectionne? C'est un travail de veille. J'avoue que généralement, je le fais en dehors du temps de travail parce que ça prend un temps monstre et puis que après, c'est pas non plus c'est pas non plus compliqué. Je veux dire, il suffit de se balader sur Internet, d'aller sur les bons sites. Il y a des sites de veille pour ça. Par exemple, Sido, c'est le blog Cytologie est un bon site de veille. Et du coup, par exemple, qui promeut les outils du lundi, c'est ça, on est d'accord? Je ne me trompe pas. Et du coup, là, c'est comme ça en fait que je vais aller sélectionner mes outils. Je vais entendre parler, je vais créer un compte, je vais le tester, je vais voir s'il y a un intérêt pour mes formateurs ou pour moi. S'il n'y en a pas, je me le note quand même, on ne sait jamais, ça peut servir. Je me fais un petit OneNote et tout avec le nom, la description, le lien. Et comme ça, si jamais j'ai un formateur qui vient me voir et qui me dit tiens, j'ai besoin de ça, j'aurai ma petite boîte à outils sous le coude. Et voilà, mais ça prend quand même un petit peu de temps en fait à faire. Là, par exemple, en ce moment, je suis en train de tester Bidis, qui est un outil en fait qui permet de créer, en fait, c'est une sorte de LMS, enfin, une plateforme de formation qui permet de créer du mobile learning. Et donc du coup, là, en fait, ça fait partie de mon rôle aussi, c'est de tester l'outil. Donc je dois créer ce qu'on appelle un proof of concept, un POC, un prototype quoi en clair, pour, par exemple, si jamais je dois aller convaincre ma direction de signer le chèque, de dire c'est bon Aurélie, ok, il faut que j'arrive avec une stratégie et un prototype pour prouver que ça marche. Est-ce que tu connais Marmelade? Marmelade, non, moi je connais la chanson de Christina Aguilera, mais c'est tout. C'est une autre application de mobile learning que j'aime beaucoup parce que la question apparaît au moment où quand tu veux réouvrir ton téléphone. Et comme en fonction de notre addiction au téléphone, on est entre 20 et 100 ouvertures par jour, en fait, à chaque fois que tu veux ouvrir ton tel, ça te pose une question pour que tu arrives à ton téléphone. Et du coup, j'aime beaucoup cette application que je te recommande. Je me la note. J'irai voir tout à l'heure. On a une question de Tiffen sur Est-ce que ça t'est déjà arrivé quand on venait te voir de te dire en fait, j'ai pas d'outil possiblement qui est pertinent, mais du coup, je vais me créer mon propre outil. Est-ce qu'il y a des moments où est-ce que tu aurais un exemple comme ça de moments où
créer un nouvel outil voilà, que vous allez utiliser et possiblement dupliquer avec plusieurs formateurs. Alors oui, j'ai deux exemples. J'ai un exemple, par exemple, on voulait créer une plateforme de formation, au style site web. Vous me direz, il y a plein d'applications pour faire des sites web. Mais du coup, on voulait le faire un peu sur mesure à l'époque et j'avais pas beaucoup de solutions devant moi. Donc du coup, on a totalement codé un site web. En fait, c'est une plateforme qui présentait les modalités des examens, en fait, afin d'être transparent avec l'apprenant. Et sinon, par exemple, là, j'ai mon supérieur qui est geek aussi, qui est responsable formation de la filière digitale, qui a carrément là créé pour ses apprenants tous ses tests de positionnement via un WordPress. Donc en fait, il a créé son WordPress, il a installé un espèce de plugin qui permet en fait de créer les questionnaires. Du coup, il a créé tous ses questionnaires de positionnement via WordPress et hop, il a une magnifique plateforme de formation qu'il a construit avec un plugin WordPress, un plugin de sondage, un plugin de CSS pour la mise en forme et pouf, en un week-end, il avait créé sa plateforme. Et du coup, là-dessus, il faut compléter deux mots-clés à retenir, API et open source. WordPress est open source, donc en fait, on peut facilement récupérer toutes les données, ou un modèle aussi va être open source. Et donc, on va pouvoir récupérer les données ailleurs. Et quand c'est pas open source, vérifiez bien qu'il y a une API, c'est-à-dire qu'il y a un portail pour que les infos se transmettent entre les outils. Parce que là, tu as fait un site web, mais il faut que les résultats partent dans un LMS ou dans un spreadsheet, dans un Google Sheet, dans un Excel. Et en fait, tout ça, à chaque fois, il faut bien vérifier que les outils soient suffisamment modernes pour que les infos puissent bien circuler. Parce que c'est pas grave quand on en a beaucoup, mais que les informations circulent bien les uns avec les autres, ou que tous les résultats remontent bien dans le LMS. C'est ça qu'il faut garder en tête. Oui, voilà, il y a histoire de connexion pour récupérer en fait le feedback parce que votre LMS, ça va pas servir qu'à diffuser la formation, ça va aussi à récupérer en fait les résultats apprenants, le temps passé, le score, tout ça, et donc faire du tracking. Il faut en effet que si vous utilisez plusieurs outils, vous assuriez en fait qu'il puisse y avoir une connexion. Et du coup, est-ce que toi, il y a un service IT au sein du CFA sur lequel tu peux t'appuyer? Alors, il y a un service IT. Après, je ne les sollicite pas plus que ça, parce que déjà, j'en ai pas forcément besoin. Mais par contre, je suis en contact avec eux. Si, par exemple, là, on doit discuter de changer le Wi-Fi. C'est pas que j'ai mon droit de regard, mais je peux participer aux réunions pour dire non, moi il me faut telle puissance et tout quand même pour par exemple diffuser de façon convenable en fait mes modules e-learning sur l'ensemble l'ensemble des PC du CFA. Après, je peux être en contact aussi avec eux lorsqu'il s'agit d'investir dans par exemple l'achat de tablettes pour le. Mais après, sinon, globalement, je gère mon budget, donc je me débrouille un peu solo. Mais dans les grosses entreprises, oui, normalement, le Digital Learning Manager, Ouais, il devrait. Non, mais, en fait, il ne faut pas trop compter sur les geeks IT. sauf une organisation sécuritaire, on devrait l'efficacité, ils vont regarder les capacités de déploiement avant de faire un test. Le Digital Learning Manager, il est surtout là pour expérimenter et tester, et après, il s'appuie sur l'IT quand il veut déployer. Mais au départ, Ouais. il va y avoir l'accord de l'IT pour tester les trucs, c'est sûr que vous ne ferez jamais rien. En fait, moi, je fais tout toute seule, quoi. Genre, je me débrouille, quoi. Genre, je teste tout moi-même et j'avoue que je ne m'appuie pas trop sur l'IT. Après, voilà, c'est vrai que. Parce que après, je n'ai pas non plus envie de les embêter, ils sont suffisamment occupés comme ça. Donc, Moi, j'ai une question, du coup, dans ton équipe, c'est quoi les qualités que tu recherches? C'est quoi les salaires à peu près d'un débutant? Et c'est quoi les perspectives d'avenir des digital learning, des concepteurs e-learning qui vont devenir digital learning manager? il y a beaucoup de questions d'un coup là. Du coup, j'ai mon équipe en fait, donc moi qui est Digital Learning Manager, j'ai Caroline, ma collègue, qui est conceptrice chef de projet. Enfin, pour moi, je mettrais plutôt ingénieur pédagogique. Mais il ne faut pas s'attacher au titre, hein, parce que sinon, parce que ça bouge tellement que le principal, c'est de faire bouger vos compétences. Et après, sinon, j'avais un
Digital Learning Designer. Et en fait, il nous a quittés vendredi dernier pour être game designer, ce qui lui correspondait plus. Et là, donc, ce que moi je recherche en fait au sein de mon service, ça va être quelqu'un qui va être plutôt geek, graphiste, capable de produire ce qui va être plutôt sur la production, capable de concevoir aussi si on a envie en fait, parce que de toute façon c'est important qu'il ait une appétence pédago. Qu'il soit curieux, qu'il ait envie en fait de tester des nouveaux outils, que ce soit pas forcément que moi, que je veux dire que lui aussi il se dise ah tiens Aurélie regarde t'as pas vu cet outil là c'est génial, viens on fait un test si tu veux, on se prend une demi-heure. Il faut qu'il soit capable de tourner et monter des vidéos, et s'il peut faire des voix off, c'est un plus. Parce qu'on en avait, nos deux derniers Digital Learning Designers, ils faisaient des voix off, et ça, c'était un gros plus. Et sinon, au niveau des salaires, alors, ça dépend, déjà de la structure. Si par exemple vous êtes dans une grande boîte, les salaires, au bout de 4 ans, ça peut être entre, je sais pas, 45 000 et 60 000 euros l'année. Si vous êtes plutôt dans un centre de formation, là, je dirais que c'est plutôt entre 35 000 et 45 000 au bout de 4 ans. Et si vous avez, on va dire, 2 ans d'expérience, on va dire que c'est plutôt 30 000, entre 30 et 35 000. Je ne sais pas si j'ai été... Oui, ça peut être clair. Enfin, du coup, en gros, je dis un débutant, c'est entre 1800 et 2000 euros net en fonction de son parcours. Et un peu plus expérimenté, tu vas monter à 2500 dans une petite structure et tu vas monter à 3000, 3500 dans une grosse. En gros. Ouais, mais après, ça évolue énormément. C'est-à-dire qu'en fait, il y a tellement de demandes en ce moment. Bien plus, vous avez vu le contexte. Je veux dire, là, le digital learning, c'est bon, tout le monde a compris que c'était important, que c'était d'utilité publique. Faut regarder les chiffres en fait de consultation des MOOC sur la plateforme PhoneMOOC pendant le confinement. Vous verrez que ils ont explosé les records au point où ils ont mis en carafe en fait leur plateforme. Donc, il y a des formations comme ça qui ont explosé, notamment par exemple sur le télétravail, la capacité de s'organiser et de collaborer, tout ça. Et donc, du coup, je sais plus où c'est que je voulais en venir, mais du coup, oui, en fait, les salaires, en fait, ils bougent énormément parce qu'il y a énormément de demandes. Et moi, je sais que par exemple, j'ai doublé mon salaire en 2 ans. Donc, Donc pour toi, c'est un métier d'avenir. quoi? Ouais, c'est un métier d'avenir, du coup. Il y aura plein de choses à faire et il y aura encore du boulot. Ouais. Puis, bah oui, il y a forcément du boulot. Enfin, je veux dire, après, peut-être que bientôt, on fera des hologrammes à la limite. Peut-être qu'on sera des hologrammes learning designer, je sais pas. Mais je veux dire, oui, bien sûr que, il y aura, c'est un métier d'avenir. J'ai pas plus d'éléments en fait à donner parce qu'en fait ça bouge tellement. Genre par exemple là, l'histoire du Covid, on l'avait pas prévu, et donc du coup en fait chaque année apporte en fait son lot d'évolution, et puis mais on a toujours sa pierre à apporter à l'édifice. Si tu reçois un CV pour intégrer ton équipe, qu'est-ce que tu vas regarder dans le CV? Tu parles pas du coup, avant l'entretien, avant même la lettre de motivation, est-ce qu'il y a des diplômes particuliers que tu vas chercher? Est-ce que tu as un parcours particulier que tu vas chercher? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Je vais chercher quelqu'un en fait. Comment? C'est là qu'il fallait que tu dises des gens qui ont fait le BAHU. Enfin, Oui, pardon. Non, déjà qu'on fait le BAHU, bien sûr. Non, mais en fait, pour moi, c'était explicite, ça, c'était sûr. Donc déjà, je me suis dit, bon, après ça, qu'est-ce que je cherche? Je vais chercher, je cherche quelqu'un qui est débrouillard. La dernière fois que j'ai recruté quelqu'un, vous allez vous foutre de moi, mais en fait, j'ai bien aimé parce qu'en fait, il avait écrit qu'il jouait à StarCraft. Et du coup, je me suis dit, s'il joue à StarCraft, lui, c'est un bon. C'est sûr, il va s'adapter direct et tout à n'importe quel logiciel que je vais lui mettre entre les mains. Et
Et c'était le cas. Du coup, en fait, je ne regarde pas forcément le parcours en tant que tel. Je vais, par exemple, moi, je vais te regarder si est-ce qu'il, par exemple, il m'a apporté je sais pas, un portfolio à côté qui va me prouver en fait ses compétences. Euh, pour moi, en fait, pour des métiers comme ça, en fait, faut aussi montrer, prouver par des connaissances. J'ai Google qui s'éclate. Comment dire, pour prouver par des exemples en fait que la personne elle a bien des compétences. Alors moi, ce que je fais généralement quand j'ai un entretien, c'est que j'envoyais par mail 2-3 modules learning ou vidéos que j'avais faites, et après j'amenais ma tablette sur place et du coup je montrais en fait d'autres réalisations encore. Du coup, ça faisait, j'avais toujours quelque chose à montrer, quoi. Au cas où la personne elle était pas encore convaincue. Bon réflexe, le gaming, c'est quelque chose qu'on va pas mal regarder chez Stido aussi. Parce que déjà, on aura des connaissances sur les modalités de jeu. Aujourd'hui, il y a plein de façons de jouer, plein de façons d'amener les gens à aller au bout de l'exercice. Et on pique beaucoup de choses au monde du jeu, en fait. On s'inspire pas. Ouais. Alors, il faut faire attention, par contre, de ne pas tomber c'est pas la pédagogie et le digital learning, c'est pas le jeu vidéo non plus, quoi. On s'inspire, on va identifier et aller s'inspirer, récupérer des leviers en fait de gamification. Mais attention, parce que si vous vous inspirez trop de jeux vidéo, vous allez tomber dans ce qu'on appelle en fait du gadget learning, c'est-à-dire que vous allez perdre en fait la vocation pédagogique de votre support, et en fait vous allez tellement vous concentrer sur sur le fun que du coup vous allez perdre de vue le principal, c'est-à-dire que vous avez des messages à transmettre et que vous devez apprendre quelque chose à l'apprenant. J'ai eu le cas il y a la semaine dernière. Donc, c'est récent. Donc, il y a ça, comme tu dis, il y a le côté un peu geek, parce que les jeux, bah, il y aura plein de commandes, il y aura des choses à créer, encore plus dans StarCraft ou dans un Fortnite ou un Minecraft. Bah, les gens vont apprendre à piler un peu par eux-mêmes dans ces jeux-là pour progresser. Et donc, c'est vrai que c'est des compétences dont on aura besoin dans l'équipe par la suite. Et puis quelqu'un qui joue aux jeux vidéo, en fait, il s'adapte. À chaque jeu vidéo, il y a une nouvelle interface. Donc en fait, si je sais qu'il joue aux jeux vidéo, en fait, je sais qu'il est habitué à changer d'interface souvent et de du coup comprendre très rapidement, en fait, je veux dire, une nouvelle interface et un gameplay différent. Donc il a cette agilité. Moi, je vous conseille de jouer aux jeux vidéo et différents jeux vidéo. Ça travaille en fait votre agilité et votre capacité d'adaptation. Pour info, Pas que. on va pour les comptes, mais nous, on a un peu plus séparé. On a vraiment les learning designers et les concepteurs pédagogues qui sont plus à l'écrit. Donc, on a séparé les deux métiers, c'est pas la même personne qui fait les deux. Et pour les deux, il y a un exo qui est souvent sur un sujet très complexe où on leur donne une revue de presse et on leur demande de synthétiser ça en 300 mots, donc une page Word, et que ce soit le plus clair possible et le plus compréhensible. Donc, un, on va regarder un peu l'orthographe pour les concepteurs. Deux, le suivi des idées et qu'il y ait bien un lien logique et que chaque mot soit compréhensible et qu'il n'y ait pas de mots qui viennent d'un jargon technique Ouais. accessible à du niveau 0. Et pour les learning designers, c'est la même chose, c'est le même exo, sauf qu'on leur demande de faire un schéma. Donc eux, on ne leur demande pas de faire sous forme de phrase, mais sous forme de dessin, et qu'à la fin, le schéma, ils puissent vous l'expliquer, et qu'ils puissent dire, bah, voilà ce qui se passe, et voilà comment se crée une crise économique, voilà comment se met en place tel mécanisme dans l'entreprise. Et du coup, ils ont un peu ce même exercice de savoir intégrer du complexe, l'avoir digéré et le régurgiter de façon simple. Mais du coup, nous, on aura quand même les deux aspects. Et chez les deux, évidemment, s'ils sont gamers, c'est un plus. Chez les deux, s'il y a des séries, pour nous aussi, c'est intéressant parce qu'il y a des façons de construire une série dans le storytelling, en fait, qu'on va pouvoir récupérer dans la création de formation. Donc, toutes les passions autour, mais même la musique, parce que pour apprendre la musique, on a plein de façons d'apprendre, soit par le solfège, soit en grattant sa guitare et en apprenant sur un mesure. Des gens qui adorent apprendre quel que soit le sujet. En fait, Pierre et le loup est un bon exemple, par exemple, de la pédagogie appliquée à la musique. Tout à fait. Et par contre, celui qui nous dit qu'il aime les jeux, et quand on nous demande un exemple qui nous parle de jeu de loi, bah celui-là, généralement, on part un peu pied au cul du bureau. Ce n'est pas un jeu de loi. C'est vrai, c'est sans fantaisie. Alors, on a répondu à pas mal de sujets. On va arriver sur la fin du webinaire, mais on va répondre aux quelques questions qui j'aime bien nous ça, restent. moi. Comment tu gères, toi, avec un prof qui a beaucoup d'ego, qui est un expert sur son sujet que tu maîtrises toi peu, qui te demande de l'aide pour digitaliser sa formation, parce que pendant le confinement, il n'y a pas le choix,
et que tu lui proposes quelque chose, il dit non, t'as rien compris, il faut en mettre beaucoup plus. Et tu as fait 20 minutes de formation, il dit non, mais il faut faire ça en 3 heures. Comment tu gères ça pour dire mais non, en 3 heures, j'y arriverai pas, ou les gens ne retiendront rien, ou là, ces mots sont trop compliqués, il faut les expliquer. Comment tu gères cette relation avec des sachants? Bah alors, généralement, ça arrive. Là, au CFA, ce genre de relation, ça n'existe pas. En fait, généralement, nos formateurs, ils sont vraiment très volontaires, ils sont super à l'écoute, ils sont humbles. C'est une qualité qui est indispensable, l'humilité aussi dans la pédagogie. Mais ça m'est déjà arrivé une fois, et j'avoue que j'ai tapé du poing sur la table. J'ai pas pu, en fait. Bon, après, j'étais dans un contexte spécial parce que c'était une entreprise de travaux publics et, comment dire, c'est un peu machiste. Mais comment dire, franchement, c'est rare. Après, je vais utiliser des arguments, je vais lui prouver. Au pire, je vais lui proposer je vais faire deux propositions. Je vais lui mettre ce qu'il veut, lui, à côté, mais enfin, de façon condensée, enfin, je veux dire, une partie. Puis moi, ce que je propose. Et après, bah, sinon, bah, je vais demander l'aide de personnes extérieures en leur demandant leur avis aussi. Je peux très bien aussi, par exemple, étant donné que bah, je travaille dans un centre de formation, moi, en fait, j'ai des jeunes qui passent toutes les 2 secondes en fait, devant mon bureau. Donc, par exemple, parfois, nous, on a des bonnes relations avec les jeunes. On, on leur demande aussi parfois genre leur avis. Tiens, je suis en train de créer un module e-learning là. J'en vois un qui vient me voir pour me demander comment dire que je lui réinitialise son mot de passe. Je vais dire, pendant que tu y es, je regarde et tout. Est-ce que ça te semble sympa? Est-ce que tu peux tester? Et puis la plus belle récompense et tout, c'est quand la personne elle s'arrête plus de cliquer et que comment dire, elle ne veuille plus décoller de l'ordinateur et qu'elle veut continuer absolument à finir ton module e-learning. Mais ouais, non, franchement, c'est rare ce genre de situation. Je sais pas si vous, ça vous arrive Chez souvent, Sido, hein. parce Ah oui, que chez Sido, oui. on travaille avec des entreprises où c'est pas le commanditaire. Nous, c'est le responsable de formation qui nous dit il faut que tu aides tel expert sur le sujet. Mais l'expert, il n'a pas choisi Sido. Et lui, il est expert et il ne voit pas pourquoi il a besoin d'aide, souvent. Et on lui rappelle que lui, il reste expert sur son sujet, il est meilleur que tout le monde là-dessus, mais par contre, nous, on est expert de la transmission, on lui garantit que ces apprenants retiendront bien les 5 points clés. Et comme toi, on va passer beaucoup par des tests pour lui montrer qu'à la fin, même si ça fait plus de 20 minutes et pas 3 heures comme avant, bah, les gens ont retenu ces 5 points clés et que c'est essentiel. Ça ne sert à rien de partir dans trop de détails parce que c'est dû à distance, parce qu'ils ont peu de temps. Enfin, en fonction de chacun des contextes, il y a une grosse bataille toujours avec les experts chez Sido parce que Ouais. on veut toujours plus, alors que ce n'est pas toujours indispensable quand c'est sur du à distance. Ou alors le commanditaire qui veut une formation sur le management, qui est super pédago, super machin, mais en fait il a zéro contenu, il a rien à transmettre. Ah oui, non, mais c'est bon, il nous demande une propale très complète. On dit, mais du coup, qu'est-ce que vous voulez qu'on transmette? Bah, soyez pédago. Oui, mais le contenu, il est où? Bah, vous savez bien, c'est le management. Non, il y en a beaucoup. Et qu'est-ce que vous voulez transmettre comme idée? Non, mais soyez pédago dans votre approche et dites-nous comment vous pourrez le faire. Bah, On veut désolé. un truc très pédago surtout, hein. N'oubliez pas, pédago. Non, on n'est pas les pédagogues ne sont pas des magiciens, il leur faut du contenu, il leur faut du fond, il leur faut ces experts, on est obligé de travailler avec eux. Mais généralement, quand ça se passe bien, et je pense que toi maintenant, tu as la légitimité au sein du CFA pour que les formateurs te fassent confiance, parce que tes précédents modules e-learning ont bien marché, et qu'ils savent qu'en passant par toi, ce sera plutôt efficace. Donc du coup, ils t'acceptent comme experte du sujet, de la En fait, transmission. ouais, et puis parfois, en fait, ils n'ont pas le temps. Et parfois, je me démerde un peu sans eux. Parce que ça arrive, par exemple, j'avais un formateur d'histoire. Voilà. Normalement, je lui ai dit que je ne faisais pas de modules et tout qui n'ont pas un rapport avec les compétences professionnelles. Mais bon, parfois, ça arrive que. Et du coup, il voulait faire un module sur, par exemple, les grandes figures du XXe siècle. Donc, clairement, ça, je peux le trouver toute seule sur Internet. Il m'a juste fait la liste et tout des figures qu'il voulait. Et je pourrais vous montrer le module e-learning que j'ai produit. Et je l'ai produit toute seule. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que dès que je le voyais passer dans le couloir, je lui ai dit, tiens, c'est bon, tu valides, ok, c'est bon, hop là. Et puis, en fait,
Au CFA Stephenson, ce qui est intéressant, c'est que les gens vous font confiance et c'est un gros bac à sable. En fait, genre si par exemple, moi, mon digital learning designer, il arrive et fait Aurélie, j'ai une super idée. Je pense en fait que ce serait intéressant que je crée une application mobile pour les nouveaux candidats qui arrivent et comment dire, pour leur apprendre par exemple les gestes indispensables à leur sécurité et que ça n'existe pas et que genre il me fait un cahier des charges qui est propre, bah il y a personne qui va lui dire non quoi. Je veux dire vas-y, choisis, utilise l'outil que tu veux, fais ton projet et voilà moi la plupart des enfin si aujourd'hui je suis à ce poste-là, c'est parce qu'en fait j'ai fait ça. J'ai été force de proposition et j'ai fait des choses qu'on m'avait jamais demandé en fait. J'ai proposé de créer des plateformes de formation. Je suis allée sur des missions qui avaient rien à voir. Par exemple, créer un appel d'offres alors que j'étais graphiste. Je veux dire, j'ai été sur j'ai proposé des solutions là où j'ai identifié des besoins, des manques. Et du coup, c'est comme ça en fait que j'ai grimpé les échelons et que j'ai amélioré mes compétences. Et qu'en fait, au final, je suis passée de graphiste à digital learning manager en 4 ans. Et tout ça pour dire que toi, tu recrutes du coup dans ton équipe, tu cherches un learning designer Ouais, ou un concepteur pédagogue qui aurait plein de cordes à son arc avec une plutôt, appétence. plutôt, plutôt développement avec appétence pédago. Genre, plutôt, voilà, les mains dans le cambouis, plutôt, moi, je cherche. Ok. Et du coup, tu fais confiance au BAHU, donc c'est du coup un des postes qu'on propose au BAHU C'est ça. pour les apprenants qui vont nous rejoindre. C'est à Paris. C'est à Paris, dans le 18e arrondissement, au Sacré-Cœur de Paris. Comment dire, on n'est pas trop mal placé. Il y a plein de, si jamais vous aimez tout ce qui est écolo, tout ça, on est aussi Fleury, on a le dernier poulailler de Paris, on a plein de petits restos sympas autour. Et comment dire, on est dans un grand bâtiment qui est très beau, avec une belle verrière, tout ça. Et on a un magnifique bureau avec des lapins crétins et des peluches et tout ça. Qui est très geek. Et voilà, en fait, on recrute en fait un digital learning designer pour d'ici la fin de l'année, quoi, grand max. Ok, top. On va tout faire pour t'apporter quelqu'un de génial. On a quand même une question intéressante aussi, Kevin, qui pourrait... Est-ce que tu as quelque chose à nous montrer? Éventuellement, pour finir, un petit exemple de quelque chose que tu aurais développé récemment et que tu pourrais nous montrer. Récemment, j'ai pas produit de module e-learning parce qu'il y avait le Covid et donc du coup, j'ai pas comment dire machin. Mais par contre, je peux vous montrer le fameux module sur l'histoire si vous voulez parce qu'il est pas moche. Donc, bon, il a 2 ans, mais il a bien vieilli. Oui, c'était super pour conclure ce. Alors attendez, je vais partager mon écran. Je sais pas si ça marche. Oui. Très bien. Alors, kick-off. Da, da, da. Et donc là, quel outil avais-tu utilisé? Alors, j'ai utilisé Storyline. Alors, je pense pas que vous entendez le son. Moi, par contre, il faudrait que je le baisse parce que sinon, il va m'énerver. Est-ce que je vous entends encore? C'est bon là? Oui. C'est bon. Comment dire donc, j'ai utilisé Storyline et j'ai en fait viré tout le lecteur de Storyline. J'ai mis en 16/9 et en fait, donc Storyline, ça permet, c'est présenté un peu comme un PowerPoint. Je sais pas si je l'ai ouvert là. Bon, bref, de toute façon, vous verrez lors de votre formation. Mais en tout cas, c'est un gros PowerPoint qui est amélioré avec des. Vous pouvez rajouter des variables, par exemple, si l'apprenant clique sur tel bouton, mais qu'il n'est pas allé encore dans telle section, alors il se produit ça. Voilà, c'est des choses, ça permet en fait de mettre des conditions et du coup de faire des choses hyper complexes. Moi, j'ai déjà vu des boîtes de e-learning qui avaient carrément reproduit le Monopoly sur Storyline. Ouais, nous, on a déjà fait des jeux sur Storyline. À la base, effectivement, quand on l'a utilisé, c'est un simple quiz PowerPoint moche qu'on peut faire sur PowerPoint.
quand on le fait bien, on peut faire des choses jolies comme toi là tu as, et on peut aussi aller très très loin dans l'expérience utilisateur grâce à Storyline quand on maîtrise bien. Ouais. Bah là, du coup, je me suis inspirée de Call of Duty pour l'ambiance. Et et je me suis inspirée de Candy Crush et comment dire, d'activités qu'on peut trouver sur Facebook, en fait, pour créer, pour intéresser mes jeunes. Il faut savoir que là, ma cible, c'est des jeunes en préapprentissage de 16 ans. Donc voilà, j'ai utilisé le niveau est volontairement faible, en fait, hein. Là, on leur demande en fait d'explorer dans un premier lieu en fait la carte. Là, c'est un menu en forme de grille en fait, hein. Là, j'ai les notions et ici j'ai les quiz qui apparaissent avec le scoring. Et donc j'ai un menu encore là qui est comment dire sous forme de carte, parce qu'il faut savoir qu'en fait on n'est pas du tout obligé de faire des menus horizontaux, latérales en anglais. Il y a plein de types, mais vous n'êtes pas obligé. Et par exemple, en fait, quand l'apprenant il passe sa souris sur chacun, en fait, chacune des figures, il a donc en over son nom, des médias, il a sa biographie en quelques mots, le drapeau. Puis en fait, on s'est amusé à mettre un peu des hashtags et tout ça, parce que pour coller en fait à la cible. Bon, il y en a parfois, c'est un peu genre hashtag bombe nucléaire. Bon. J'étais jeune. Mais comment dire, voilà, en fait, on peut faire, on est totalement libre. En fait, ça, c'est ni plus ni moins qu'un calque que je dis que je veux faire apparaître lorsque l'utilisateur passe sa souris en fait sur une zone, donc la zone qui est la petite image, quoi. Et après, donc, je fais retour au menu et là, en fait, du coup, je vais avoir des quiz. Donc, par exemple, tiens, celui-là, il est rigolo. Alors, là, par exemple, je leur demande, donc c'est un style QCM où je leur demande de deviner qui se cache en fait derrière. Tu saurais répondre, toi, tiens, Sylvain, là, tu saurais identifier c'est qui le petit en costume marin? J'ai Churchill. Churchill? Bonne réponse. Donc voilà, et là c'est. Il y a quelques traits adultes quand même. Ouais. C'est dur, mais je dirais De Gaulle. Ouais, je fasse aussi une mauvaise réponse. Je me suis inspirée un peu genre de Norman, ou genre de choses, de la pop culture pour, comment dire, pour captiver mes apprenants. Et du coup, ça marchait plutôt pas mal, quoi. Et donc ça, en fait, c'est un scorn. Et donc, tous les résultats, en fait, sont remontés à la plateforme. Si on vous avez perdu avec tout ce franglais, donc déjà tout le Digital Learning Manager, pas des mots anglais partout. Si vous n'avez pas encore compris ce que c'est SCORM, Storyline, LMS, Geniali et tout le reste, venez à la formation de PAU. C'est tout ça qu'on voit, parce qu'effectivement, comme tout nouveau métier, et comme tout métier un peu technique, il y a son propre vocabulaire, il y a son propre jargon, qui est évident une fois que vous connaissez, parce que c'est finalement des choses assez simples, hein. Mais qu'il faut maîtriser, qu'il faut apprendre, parce que si vous arrivez à l'entretien et qu'on vous demande qu'est-ce que vous connaissez comme LMS et que vous répondez Geniali, vous risquez de ne pas être reçu malheureusement. Il vaut mieux répondre Moodle, Cornerstone ou 360 Learning par exemple, mais pas Geniali. Geniali, c'est un outil de création de modules learning ou de création de modules de présentation. Voilà, donc tout ça c'est ce qu'il faut voir. Après, vous pouvez aussi aller faire un tour sur sidologie.com que tu as cité Aurélie, sur lequel Rachel publie aussi des articles de temps en temps. Elle teste des logiciels, elle teste des expériences d'apprentissage. Et du coup, vous serez informé toutes les semaines. Il y a 2 articles, généralement un sur le logiciel et un plus de fond. C'est normalement écrit simplement pour donner envie de découvrir ce monde-là. Et merci beaucoup Aurélie, parce qu'on arrive à 14h, on avait prévu de te libérer à cette heure-là. C'était génial, c'est super riche, on a appris plein de choses. Et du coup, si vous voulez bosser avec Aurélie, elle ne passe que par le PAU pour embaucher. Alors, c'est pas tout à fait vrai, mais c'est ça qu'il faut qu'on dise. Appelez-nous, envoyez-nous un mail et on vous explique la démarche. C'est gratuit des 2 côtés et il y a plein de belles choses à faire en tant que learning. Donc quoi, digital learning. Oh là, je suis perdu. Ou comme learning designer. Digital learning designer.
Merci à Non, vous. je trouve que c'est pas mal pour se la péter en soirée et tous les titres des posts, comment dire, dans le digital learning manager. Il n'y a personne qui comprend, ça a l'impression que c'est un post super important. On va pouvoir se faire, c'était Panda quelque chose qui avait fait un petit logiciel pour sortir des titres ridicules. Et on pourrait s'en faire un dans le monde de la tech, je pense qu'il y a pas mal de choses à faire. Grave, c'est clair. On le propose sur LinkedIn, ça va faire un tabac, c'est sûr. Je crois qu'ils n'en ont même pas besoin en fait. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup Aurélie pour ton partage d'expérience. Et puis pour tous les participants, n'hésitez pas si vous avez des questions ou quoi que ce soit par la suite à nous les écrire. De toute façon, nous vous enverrons le replay d'aujourd'hui et on vous invite à suivre les prochains webinars qui donc auront lieu tous les 15 jours. Voilà, merci à tous. Très bonne journée. Merci. Merci Aurélie. Ciao. Au revoir, ciao.